Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à l'Angola, notamment à la gouvernance politique et économique du président angolais João Lourenço. Alors, nous avons parlé diversification économique, nous avons parlé lutte contre la corruption. Jean-Bernard Bikimi, il me semble important de revenir sur une question, c'est celle de la réponse à apporter à la lutte contre la corruption quand on a identifié des acteurs de la corruption. Vous disiez dans la première partie du mois, au début de la deuxième partie de notre émission, que la réponse ne doit pas être seulement judiciaire. On doit pouvoir mettre en place ce que certains pays ont fait, notamment en Europe. Un guichet spécial. Un budget spécial. Un guichet spécial. C'est-à-dire, quand on prend par exemple ce que l'Allemagne a fait dans les années 2000, ils ont appelé ça amnistie fiscale, où on dit, vous qui avez détourné, ramenez 10% de ce que vous avez détourné et vous ne serez pas sanctionné. C'est ce qu'il faut aussi en Angola et dans les autres pays où il y a plusieurs opérations contre la corruption, mais qui ne produisent jamais de résultats. Moi, je pense passer par l'amnistie fiscale. Non, je pense que le président est un homme sage. Il sait exactement quels sont les montants. Et moi, je dis, la question que je me pose aujourd'hui, je me pose, moi, en tant qu'être humain, oui, allons-y rapidement et parlons concret. De dire que la prison est la réponse. Non. Je pense qu'aujourd'hui, le président peut donner des instructions aux services spéciaux en leur demandant de contraindre ces dames et ces messieurs au regard des montants qui sont les leurs, en disant il y a 100 milliards dehors, eh bien, écoutez, sur les 100 milliards, on en prend 90. Non, Jean-Bernard Bikimi, dites-moi concrètement, quand il est établi que quelqu'un a détourné 10 millions de dollars, quelle réponse apporte-t-on? Quand la justice établit qu'un individu s'est rendu une transaction étatique judiciaire, ça n'est pas compliqué, ça se pratique partout. C'est pas une amnistie, c'est une transaction étatique judiciaire. Qu'est-ce que c'est? En clair, on crée un service juridique qui traite la question au ministère de l'économie et des finances ou au Trésor, en lui remettant l'ensemble des avoirs de la personne avec la traçabilité. Ben, les avoirs, ils ne sont pas dans le pays. Non, ils sont dehors, mais, mais on les connaît. On connaît les montants. D'accord, on fait comment? Et à partir de là, sur la décision du président, sur la décision, les décisions que prendront les députés angolais ou les sénateurs angolais sur cette question précise, s'ils sont consultés par le président, parce que nous sommes dans un régime présidentiel quand même. Oui, bien sûr. Tout à fait. Ce qu'ils auront arrêté sera appliqué, tout simplement. Monsieur Maessi, c'est ce qu'il faut pour votre pays? C'est une des pistes. C'est une des pistes qu'il faut évidemment étudier, ne pas écarter. Parce que qu'est-ce que nous avons besoin? C'est de récupérer l'argent. Ça, la priorité, elle est là. Ce n'est pas de mettre les gens en prison. Non. Mettre les gens en prison sans avoir récupéré l'argent, on n'a rien fait. On a juste montré qu'on a mis quelqu'un en prison. Mais récupérer l'argent au bénéfice des Angolais, voilà l'avantage qu'il faut faire. Donc il faut effectivement exploiter. Ce sont des pistes à exploiter. Il ne faut rien fermer. En société civile, vous êtes d'accord? Pas forcément à côté de la piste, ou du moins de la réponse pénale, de la réponse judiciaire, il faut trouver un mécanisme de récupération des sous. Mais là, si le mis en cause dit « j'ai déjà dilapidé, je ne suis plus en situation de mobiliser ce que j'ai détourné », qu'est-ce qu'on fait? Bon, je pense que je suis presque d'accord avec la solution. Non, je suis presque d'accord. Et après, je vais dire pourquoi je suis d'accord. Parce que s'ils ne récupèrent pas l'argent, ils mettent les gens en prison, cet argent est quelque part. Oui, c'est perdu. Qu'est-ce qui en bénéficie? Ni la personne, ni l'Angola. Oui. C'est les institutions qui ont gardé l'argent, qui continuent à travailler avec cet argent. Et c'est les mêmes institutions qui viendront prêter l'argent en Angola et que nous paierons avec des intérêts. Et de ces côtés-là, il faut que nous réfléchissons. Parce que nous avons aussi un devoir, les présidents ont un devoir aussi de créer quand même la classe moyenne angolaise. Qui doivent investir dans Monsieur Bokolo, ce que vous dites, vous êtes en train de nous expliquer, c'est très intéressant ce que vous dites. Quand on prend un Angolais qui a planqué son argent dans une banque suisse, il sert à rien de le jeter en prison. Il faut l'amener à ce qu'il fasse retourner l'argent en Angola. C'est bien ce que vous proposez, parce que de toute façon, s'il reste en Suisse, c'est un exemple, il ne servira ni à la personne mise en cause, ni à l'Angola. Voilà. Donc il faut trouver un mécanisme de rapatriement des fonds détournés. C'est entendu. Cette troisième partie
partie était censée être consacrée aux ambitions sous-régionales du président João Lourenço. Nous l'avons vu, il était à Paris, il a été reçu en France le 28 mai 2018 par son homologue français et la question de la RDC a été au menu de leur discussion. Il a dit que la RDC devrait respecter scrupuleusement les accords de la Saint-Sylvestre signés en 2016, ce qui a déclenché une sorte de courroux chez les autorités à Kinshasa. Il a bien fait de s'exprimer comme ça au cours d'un voyage politique, diplomatique sur la situation politique interne d'un pays, de notre pays souverain, soit-il son voisin. Mais quand on vous pose une question, vous êtes censé de la répondre, par évidence. Il a répondu à une question. Non, mais il aurait pu dire je laisse les Congolais régler le problème. Il l'a bien dit. Si vous avez bien écouté. Oui, mais. Non, il y a le mais. Si vous avez bien écouté, il a bien dit nous laisserons au peuple congolais les derniers mots. Mais notre ambition, comme voisin, comme ami, c'est de conseiller au président de respecter les accords de Saint-Sylvestre. Il l'a dit qu'il faut respecter. Ça, c'est une position politique assez forte. Mais vous comprenez que ça puisse déclencher le mécontentement de l'autre côté? Ça ne peut et ça ne doit même pas déclencher. Parce qu'à partir du moment qu'il y a des accords signés, où on est des hommes de parole, ou on ne l'est pas. Jean-Bernard Bekim, on parle de l'Angola, ce n'est pas n'importe quel pays, c'est déjà le 7e pays le plus riche du continent africain, 104 milliards de dollars de PIB, nous l'avons dit, mais c'est aussi un pays qui a un fort poids géopolitique dans la sous-région et même sur le continent. Ah oui, il faut rappeler aux Africains du centre que l'Angola, c'est le pilier de l'Empire Congo. Et dans cet Empire Congo, on retrouve qui ? L'Angola, le Cabinda, la RDC, une partie du Gabon. Le Cabinda, ce n'est pas un pays. Non, je sais. L'Angola. C'est le taquinage. Non, je ne permettrai pas. C'est juste. Cabinda, ce n'est pas un pays, c'est l'Angola. Le Congo-Brazzaville. Voilà. Et Mbanza Congo, pour tous ces pays-là, ça doit parler à beaucoup de personnes. Pour faire court. Et pour faire court. Oui. Pour faire court. L'histoire parle pour l'Angola d'aujourd'hui. Le vécu et le tribut payé par les Angolais parlent pour l'Angola. La vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est comment rappeler aux Angolais que l'Angola est un laboratoire à ciel ouvert. Et comment mettre en œuvre des scénarios alternatifs pouvant montrer qu'une autre voie, d'autres chemins sont possibles. Là, je suis en train de parler de relations internationales, de géopolitique sous-régionale. Y a-t-il un message derrière la sortie diplomatique du président João Lourenço quand il s'exprime aussi clairement sur la situation interne de la RDC? Il y a un message, il veut dire quoi? Il y a 3 messages. Dites-nous. Il y a 3 messages. Le premier message, il rappelle au président Kabila que le temps est venu de mettre un terme aux souffrances des Congolais. Deuxième message. Parce que tous les partenaires de Kabila, tous ceux qui l'ont permis à arriver là, l'ont tous lâché. Ah, pas tous. Et ça n'a rien changé. Le deuxième message qu'il envoie à Kabila, pendant tout son règne, il a accepté le principe de subsidiarité. Donc on décide de ce qui se passe à l'intérieur du pays, à l'extérieur. Oui. Il a accepté le principe de supranationalité, donc les Nations Unies et leurs partenaires, pour ne pas citer Israël. Et il a oublié un élément important. Quand ça a chauffé, c'est l'Angola qui est venu avec ses forces pour stabiliser l'ensemble. Or, l'influence américaine dans cette zone a tendance, pas à s'amplifier, mais plutôt à décroître, vu la poussée chinoise. Ce qui oblige l'Angola aujourd'hui à jouer un rôle de géant régional au même titre que l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Nigeria. C'est tout. Mais comment doit-on imaginer justement dans les années à venir ce rôle quant à l'avenir de la RDC et quand on sait, disons les choses simplement, quand on sait que le président Kabila est encore soutenu par le Rwanda voisin? Non, Kabila est soutenu par le Mossad et Israël. Pas que? Oui, par eux, essentiellement pour la simple bonne raison qu'à chaque fois qu'un citoyen israélien mène une activité quelque part, forcément, Israël
prendre des dispositions pour le protéger et faire en sorte que son activité soit protégée. Et les principaux conseillers de Kabila, il n'est pas seul, il y a Kabila, il y a Faure, il y a Dema, il y a Ouattara, font qu'aujourd'hui, le président Joao Lorenzo propose d'autres solutions. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que nous disposons sous nos pieds. Nous avons évoqué dans cette émission la question de la réponse à apporter à la corruption et le président Joao Lorenzo visiblement semble sur la bonne voie. En tout cas, il fait déjà le ménage. On verra la suite, s'il y aura une suite judiciaire ou pas. En tout cas, c'est ce que espèrent beaucoup d'Angolais. Il me semble important aussi pour terminer cette émission de revenir sur la question du choix politique, du choix économique, du choix du modèle économique, Jean Benabikim. On l'a vu, le président veut s'inspirer du modèle agricole français pour diversifier, pour dynamiser l'agriculture de son pays. Quels sont aujourd'hui les risques par rapport à cette ouverture? Vous avez dit tout à l'heure que privatiser 74 entreprises comme il en a, le projet est une erreur à ne pas commettre, mais on sait que ça va se faire. Ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas encore trouvé la bonne formule, le bon chemin? Alors, le président Joao Lorenzo est en train d'accepter une feuille de route inspiré par le consensus de Washington que tous les autres pays africains ont appliqué avec les résultats que nous connaissons. Il faut faire court, hein. Il faut connaissons. Très simplement. Sur la question du modèle économique. Aujourd'hui, l'Angola doit travailler pour muter, je dis bien muter, basculer d'un système ultralibéral vers un système social-démocrate dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à travers la science, et là je cite, il est américain, Aoki nous démontre qu'un système de gouvernance coordonné, concerté... Aoki n'est pas africain, pourquoi vous citez? Non, il est américain parce que c'est les chantres du libéralisme. Oui, bon, il ne connaît pas forcément les réalités africaines. Un système national de gouvernance coordonné et concerté au sein duquel l'État régule est plus efficace et plus bénéfique aux populations qu'un système ouvert qui ne contrôle pas personne. Jean Benabikim, analyse stratégique, vous, société civile, vous représentez à cet âge la société civile. Pour revenir à la politique interne de l'Angola, c'est quoi le message que lance la société civile angolaise au président Joao Lorenzo? Non, mais la société civile n'a pas deux choses. Hein. C'est son apport sur le développement du pays. Donc, dans tous ces États, dans chaque domaine, et qu'il y ait aussi des États généraux dans tous les domaines, pas que le domaine agricole, pour voir les besoins du pays dans chaque domaine, parce qu'il y a des... Il faut qu'il y ait plus de consultation, une large consultation des différentes catégories socio-professionnelles. Voilà, je pense que ça doit être ça. L'appel est sans doute entendu. Simao Bokolo, je l'ai dit, président de la Confédération des associations angolaises en France, merci. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. David Mayassi, premier secrétaire du MPLA en France, c'est le parti au pouvoir en tout cas. Merci d'avoir accepté de participer et d'avoir participé à cette émission. Jean Benabikim, analyste stratégiste. Merci à vous également. On souhaite plein succès au président Joao Lorenzo et à l'Angola. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia, votre rendez-vous politique que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.